Donc, je vais vous présenter l'évolution des règles au tennis entre 1850 environ et 1883. C'est un travail issu de ma thèse, mais également de nombreuses recherches que j'ai effectuées après, et même encore en ce moment, parce que évidemment c'est un sujet qui me passionne. Donc je cherche à comprendre, en remontant le temps, comment on passe concrètement du terrain du Major Wingfield qui date de 1874 au terrain de 1883 et depuis rien n'a bougé. Donc voilà le terrain du Major Wingfield en forme de sablier. Évidemment, le terrain. Je vous propose un plan en 4 parties. D'abord, ce qui se passe avant le Major Wingfield. Ensuite, la reconstitution historique à Villenox-la-Grande. Puis, la partie dure, c'est-à-dire l'évolution des règles. Et enfin, quelles sont les interactions qui construisent ces règles. Cet ouvrage, qui est sorti il y a 2 ans, m'a particulièrement aidé, ouvrage anglais. Deuxième méthode, la reconstitution historique donc des anciens terrains. Il existait déjà des terrains avant celui du Major Wingfield, notamment Harry Jem en 1858, voire même 1850, qui fabrique un terrain qu'on peut qualifier terrain de tennis. L'Angleterre n'a pas également l'apanage des premiers terrains de tennis, il en existe ailleurs, en Allemagne, en France. Évidemment, j'ai retrouvé ça sur des gravures, sur des dessins. Et à partir de ça, j'ai pu reconstituer les terrains sur des plans, en estimant les proportions par rapport aux joueurs qui étaient représentés, par rapport éventuellement au filet, voilà. Le tennis serait aussi une synthèse du jeu de volant et du jeu de raquette et du jeu de courte paume. Il y a plusieurs indices qui peuvent valider cette hypothèse-là, hein, notamment les mallettes. Nous voyons que la mallette de badminton ressemble à celle du lawn tennis. Nous avons également les zones de service à atteindre qui sont celles du jeu de volant, comme celui du placement au service. Le service est aussi effectué que d'un seul côté, comme au jeu de paume. La taille et la couleur de la balle également ressemblent à celle du jeu de paume. Les trajectoires sont sensiblement identiques à celles du jeu de volant. En quelques années, le cours évolue. Le club de Villenox reconstitue cette transformation. L'aire de jeu s'élargit, le filet prend des proportions plus réduites. C'est par la pratique, par le jeu, que nous allons comprendre justement comment on passe de ce terrain de 1874 à celui de 1883. Donc on réalise 3 surfaces. Le premier terrain du tournoi de Wimbledon, avec des caractéristiques similaires à celles du terrain d'aujourd'hui, sauf qu'il y a un filet à 1,52 m sur le côté. Un autre terrain, sur les côtés 1,52 m et au centre le filet à 1,22 m. Une forme légère en sablier. Enfin le terrain du Major Wingfield, complètement différent de celui d'aujourd'hui, sur les côtés 2,15 m et 1,45 m au centre. Nous avons choisi ces 3 terrains car ils représentent une grande variété de dimensions, comme vous pouvez le voir à l'écran, et donc des possibilités de jeu, bien entendu, complètement différentes que nous avons expérimentées. Donc nous utilisons des balles en caoutchouc dépoilé, des raquettes de bois, les costumes, évidemment, surface de jeu, le gazon. Je vais vous faire rentrer maintenant dans les coulisses de cette reconstitution. En 2005, historique. À Villenox-la-Grande, nous avons voulu remonter le temps et jouer, comme à l'ancienne époque, sur le cours du Major Wingfield. Revenons du temps où les images étaient encore en noir et blanc jusqu'à aujourd'hui, époque de la couleur. Avec mon camarade Jérôme Bermoncir, nous avons remis les tenues de l'époque et évolué sur les 3 terrains reconstitués. Tout aussi passionnés que moi par l'histoire du jeu, nous avons pris plaisir
a essayé de comprendre comment les joueurs de l'époque pouvaient adapter leur tactique, également leur technique, pour jouer notamment sur le terrain du Major Wingfield à la géométrie si particulière. L'équipe de France 3 Champagne-Ardenne est venue pour cet événement nous filmer en tenue de l'époque, les messieurs, également les femmes, habillées avec les grandes robes longues de l'époque. Si l'esthétique est évidemment très présente, le but est également de comprendre comment, avec ces tenues, les personnes pouvaient évoluer sur le terrain. La préparation des tenues se fit dans le chaleureux clubhouse et également entre deux confections de Talbot parce que le tournoi de simple se déroulait. Dans le tournoi de simple sur Quick, les femmes et les hommes se préparent. Donc voilà, ils sont habillés en tenue de l'époque. Aurélie qui va être chargée donc de la prise photo, je pense. Voilà. Les parasols, là, tu les laisses là ou... Les petits nœuds à l'arrière. Donc les enfants qui ramassent les feuilles. C'est génial, ça va bien. Ouais, là j'avoue que... Que tu peux faire, ah bah voilà, avec le chapeau, c'est bien. Oh là là. Bon, je te déclare porteur. Ah, il filme. Oui. Ouais, il faut un photographe avec mon appareil. C'est confortablement assis sur une chaise d'arbitre que la caméraman va faire ses prises de vue. Gentleman, le joueur fait le baise-main à sa partenaire. Nous allons donc évoluer pendant plus d'1h30 à nous quatre sur les 3 terrains. Évidemment, là ce n'est pas du gazon, c'est de l'herbe. Les rebonds sont aléatoires tout de même. Les filles sont encombrées avec leurs jupes. Les raquettes, évidemment, ce ne sont pas les raquettes avec lesquelles on a l'habitude de jouer. Nous avions pris des balles dont la laine a été enlevée. Donc c'est pas forcément avec une grande habitude qu'on commence à jouer. Très vite, on pratique beaucoup de volées finalement. Ça évite les aléas du rebond. Alors plus tard, évidemment, sur de véritables gazons, sur des vrais greens de golf que nous allons faire, nous sommes en 2005, en 2006, il y aura des vrais terrains de tennis, mais sur de l'herbe, la même herbe que celle-ci, bien tondue. Et par la suite, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, nous allons constituer de véritables greens de golf. Et là, ça va être beaucoup plus facile à pratiquer. Les aléas sont moins nombreux, le jeu est beaucoup plus agréable. Donc cette animation, évidemment, fut le fruit d'un travail collectif. Les répercussions médiatiques furent nombreuses à travers les journaux, à travers, évidemment, la télévision, notamment avec France 3, Champagne-Ardenne, mais l'émission fut également proposée France 3 nationale. Voilà. Donc c'est le premier événement avec le tournoi de double auparavant qui fait connaître le tennis club de Villenox. Ce premier film reprend les vidéos du tournoi de 2005. Un second film... Toutes les générations participent et nous avons également joué avec de nombreux BE. Là, ce n'est pas en image, mais plusieurs heures de manière à jouer avec des joueurs expérimentés et constater ce que l'on pouvait faire sur ces terrains de l'époque. C'est en observant les jeunes et les adultes jouer sur les terrains en herbe que nous avons eu l'idée de créer de véritables cours en gazon naturel en 2007. Voici donc les surfaces engazonnées avec de la grosse tisse stolonifère
Nous avons acheté une tondeuse professionnelle hélicoïdale, hein, donc de nombreux joueurs venaient d'un peu partout en France. Aux abords de notre clubhouse qui domine les trois courants Quick et les gazons, nous avons créé une exposition sur les origines du tennis en passant de la courte paume au jeu de racket. Cette exposition a eu un vif succès. Outre la visite de France 3, l'Union, l'Est éclair mirent l'accent sur l'aspect historique de notre événement. Revenons maintenant sur l'évolution des règles à partir du terrain de 1874, donc sur lequel nous avons joué. Nous pouvons remarquer que le filet est très haut sur les côtés. Et donc c'est pratiquement impossible d'effectuer des coups tendus, des trajectoires à plat. C'est principalement un jeu sous forme de cloche. Ça ressemble un petit peu au badminton, sauf qu'il n'y a pas de smash à l'époque. Donc nous sommes sur un jeu relativement monotone. Il faut faire courir l'adversaire pour le déplacer. C'est un simple jeu de renvoi. Autre problème au niveau des services. Le serveur est trop privilégié quelque part, parce qu'il est placé au centre et les carrés de service à atteindre sont au fond. Donc c'est un peu facile et on gagne des points relativement facilement ainsi. Donc, face à ces problèmes, les joueurs vont trouver des solutions en modifiant les règles et notamment les hauteurs de filet parce que c'est là que ça ne va pas, quelque part. Donc on va abaisser. Vous voyez, 2,15 m, on va passer à 1,21 m ou 1,52 m, suivant différentes configurations retrouvées. Alors, différence au centre, différence sur les côtés. On va servir des deux côtés également. Plus de service au centre. Une curiosité également, les femmes ont un autre emplacement pour servir plus près du filet. Bon, en tout état de cause, le jeu n'est pas encore parfait, si je puis dire. Trop de problèmes. Problèmes au niveau des passings. Le filet est trop haut sur les côtés. La largeur du terrain au niveau du filet n'est pas suffisante. Donc, il suffit de se mettre à la volée pour gagner des points. Le service est toujours aussi prédominant, puisque les zones à atteindre sont au fond du court. Donc, par consensus, je pense, des solutions vont être trouvées. On va avoir tendance à élargir le terrain au niveau du filet pour se retrouver avec des terrains pratiquement rectangulaires et ainsi faciliter les passings. On va aussi bien entendu continuer à baisser la hauteur du terrain. Pour contrer la prédominance du service, il suffit de réduire la taille à atteindre au service, si on réduit la taille des carrés. Et on va aussi les placer juste derrière le filet, comme en ce moment. Et là, effectivement, pour un serveur, c'est plus difficile de faire des aces. Par essais successifs, les joueurs, les associations, ont arrivé à un format de cours qu'on pourrait dire idéal. C'est par essai-erreur que ça se passe, je pense. Alors évidemment, le filet va continuer à s'abaisser, le terrain va s'élargir, les carrés de service vont se réduire, le terrain va s'allonger pour prendre la taille actuelle à 23,77 m. Donc nous retrouvons
tout un tas de terrains que vous verrez plus tard, qui sont constitués jusqu'à 1883. Le terrain ne bouge plus à partir de là. Et donc voilà tous les terrains que j'ai pu recenser à travers mes recherches, aussi bien au Tenniseum qu'au musée également à Wimbledon, par rapport à des tableaux, par rapport à des dessins, toute une multitude de terrains qui existaient. Je récapitule donc les différents problèmes posés par les terrains successifs que nous avons réalisés à Vinnox. À partir de 1883, la forme, la taille du terrain ne pose plus de problème. Toutefois, dans les années 1950-1960, ce n'est pas la forme du terrain qui va poser problème, mais ça va être finalement les surfaces de jeu, notamment celles en parquet, avec du matériel de plus en plus performant au niveau des raquettes et des balles qui rebondissent de mieux en mieux. Le service va prendre trop d'importance. Et donc, il va y avoir des solutions proposées justement pour changer cette forme de terrain. Alors, le problème va être réglé autrement, il y a simplement de moins en moins de tournois sur parquet. Donc, le problème est terminé. La question que l'on peut se poser maintenant, c'est quelles sont les variables, les caractéristiques qui font que les règles au tennis changent et que le tennis finalement a évolué sur cette période-là jusqu'en 1883. Par consensus évidemment des joueurs, de nouvelles règles se sont créées, mais c'est aussi les interactions entre le projectile, l'instrument qui sert à frapper ce projectile et donc qui va déterminer une certaine trajectoire de ce projectile, le nombre de joueurs qui participent au jeu. 1 contre 1, c'est pas pareil que 5 contre 5. Donc il y a un espace de jeu qui va être déterminé par rapport à ça. Donc la taille du terrain, la forme, la hauteur du filet, et tout ça, ça va ce qu'on appelle créer les spécificités sociomotrices du jeu. Ce qui caractérise les règles du tennis, c'est bien finalement la forme du terrain, l'espace de jeu, le nombre de joueurs et les trajectoires possibles. Ce premier schéma que j'avais réalisé, je l'ai modifié. J'ai rajouté dedans d'autres variables, celles du risque physique, du temps de jeu, de la dépense énergétique, et d'autres interactions apparaissent. Tout est lié. Si vous agissez sur une des variables, ça va agir sur les autres. C'est pareil pour l'ensemble finalement des pratiques sportives. En tout cas, je pense que mon graphique est valable pour les sports de raquettes. Du terrain du Major Wingfield, créé en 1863 dans sa propriété, pas encore commercialisé, jusqu'à aujourd'hui, évidemment, le terrain s'est simplifié. Pourtant, des règles n'ont pas arrêté d'être éditées par différentes associations. Jusqu'en 1888, où finalement les règles définitives sont publiées. Si c'est en Angleterre que tout se joue, dans les clubs, la France aussi a son mot à dire. En 1920, c'est la création de la Fédération internationale de lawn tennis à Paris avec la représentation de 12 pays. Le dernier grand changement date de 1968 avec l'invention du jeu décisif. Le tie-break bouscule la tradition. Pourtant, il va rentrer dans l'histoire. Un jour de finale à Wimbledon, le 5 juillet 1980, entre McEnroe et Borg au 4e set, un tie-break magique, le tie-break du siècle remporté par McEnroe, 18-16.